Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 24 de Vivant, Choisir le don d'organes, avec Sophie Delfoli. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à vous d'être fidèles à Vivant et j'en profite pour saluer les 6000 nouveaux auditeurs qui ont découvert le podcast à l'occasion de l'avant-dernier épisode avec le docteur Christophe Fauré. Aujourd'hui, c'est au tour de Sophie Delfoli de partager son histoire dans Vivant. Sophie a vécu le décès de son conjoint dans un accident de la circulation et elle a souhaité partager son histoire et interpeller sur un sujet que l'on connaît tous, le don d'organes. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Sophie Delfoli. Bonjour Sophie, bienvenue dans Vivant. Je suis très heureux de te recevoir. Alors je vais placer le contexte. Tu es une auditrice de Vivant qui m'a contacté il y a plusieurs mois et tu as souhaité savoir si tu pouvais en tout cas échanger avec moi et pourquoi pas partager ton parcours avec ceux qui nous écoutent. Voilà, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, ouais, avec plaisir. Déjà, merci de ton accueil, Teddy. Juste pour rebondir sur ce que tu disais avant de me présenter, c'est vrai que donc j'ai écouté plusieurs épisodes de ton podcast et en fait, c'est la première fois que je suis sentie apaisée par rapport au thème de la mort. Alors c'est suite aussi à tout un parcours que je vais expliquer après, mais c'est vrai que c'est tombé pile au moment où ça m'a fait finalement plaisir d'entendre des épisodes de vie d'autres personnes qui ont été confrontées au même sujet et puis des expériences de professionnels. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut absolument que je le contacte pour voir s'il y a quelque chose à faire, que ce soit un podcast ou juste pour discuter. Et ça fait partie de ce type de mail, c'est que tu envoies un peu comme ça, sans même attendre de réponse parce que tu ne sais pas trop ce que ça va donner. Et donc, j'étais ravie de recevoir ton appel après. Et donc, pour me présenter, donc moi, je m'appelle Sophie, j'ai 38 ans. Je travaille dans les ressources humaines, qui est un métier que j'adore. Et je suis maman de 2 petits garçons. Il y en a un qui a 8 ans et l'autre qui a 5 mois. Donc, j'ai la chance d'avoir ce tout petit bébé, tout nouveau, tout beau. Et donc, dans mon parcours de vie, en fait, je suis finalement devenue femme, maman et veuve en moins d'1 an, puisque mon mari a eu un accident de vélo juste après la naissance de notre enfant. Un accident qui n'aurait jamais dû arriver, le type d'accident qui vous tombe dessus et qui n'était pas prévu, évidemment, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui structure la vie d'après. Pour moi, il y a vraiment la vie d'avant, où j'étais avec mon mari et mon bébé, et puis la vie d'après, où il se passe plein de choses ensuite. Merci pour les présentations. Dis-moi Sophie, ton histoire, tu aimerais la partager avec nous à partir de quand ? Alors d'abord, ce que je voudrais commencer à dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai reconstruit ma vie et que ça n'a pas été toujours facile, mais en tout cas, je suis très fière de là où j'en suis et donc de l'arrivée de ce 2e petit garçon. Donc en fait, je voudrais commencer par dire que malgré tout ce qui peut se passer, quelque part, il y a toujours des bonnes choses qui arrivent derrière. Et puis, ce sur quoi moi je voudrais revenir, c'est vraiment en fait, tout ce qui peut se passer après un accident, puisque mon mari, en fait, il a été percuté par un jeune garçon. Et donc, mon mari, en fait, il a eu un traumatisme crânien. Donc, il a été emmené à l'hôpital, il s'est retrouvé dans le coma. Il y a eu toute une série d'opérations pour essayer d'aller retirer les hématomes qu'il avait dans le crâne. Et puis, malheureusement, ça n'a pas fonctionné puisqu'il est parti au bout de 10 jours. Voilà. Donc, j'ai découvert un milieu hospitalier que je ne connaissais pas du tout, qui
alors même si c'est bizarre de dire ça aujourd'hui, mais qui était quand même fascinant, avec des gens extrêmement gentils, extrêmement compétents. Et puis ce parcours de 10 jours dans cet hôpital, et ben, ça m'a amené aussi à être confrontée, et le mot confrontée est pas très juste, mais en tout cas à aborder la notion du don d'organes, puisque ce que mon mari a eu, et ce qui se passe souvent dans les accidents, notamment de transport, c'est qu'il a eu une mort cérébrale, mais que tous les autres organes et tout son corps vivaient toujours. Donc en fait, c'est vraiment le cerveau qui fonctionne plus, mais qui continue à alimenter les autres organes. Et c'est à ce moment-là que le don d'organes prend tout son sens, puisque tout fonctionne finalement encore et peut aller aider d'autres personnes. Merci Sophie, tu as parlé du don d'organes. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ce sujet? En fait, pourquoi je prends cette opportunité du podcast pour en parler, c'est justement parce qu'on n'en parle pas du tout. De toute façon, globalement, je trouve que, alors en France, je vais parler de ce que je connais, mais on parle pas de la mort, ça reste un sujet très tabou. Alors en ce moment, on voit plein de choses arriver de partout, et je trouve ça hyper intéressant. Et comme on ne parle pas de la mort, et forcément, on ne parle pas du don d'organes. Parce que le don d'organes, ça arrive une fois que la personne va vraiment partir. Et en fait, moi, je me suis retrouvée dans ce moment-là à me dire qu'est-ce que je fais. C'est un médecin qui m'a posé la question. Alors, il y avait ma belle famille avec moi, mais en tant qu'épouse, c'est moi qui devais prendre la décision. Pour des parents, c'est un moment horrible aussi, à vivre. Et puis, moi, j'ai décidé très, très vite que j'étais pour le don d'organes, qu'il aurait été pour le don d'organes, mais ça, quelque part, je lui fais porter le poids d'une décision sur un sujet dont on n'avait jamais parlé. Et puis, je l'ai aussi imposé à ma belle famille, puisque je leur ai dit, si, votre fils va donner ses organes. Et évidemment, je ne leur ai pas dit comme ça, mais c'est le fruit de discussion. Et en fait, je trouve que c'est un sujet qui est tellement important qu'il faut absolument l'avoir à la maison. Il faut que les gens de nos entourages sachent si on est pour ou contre le don d'organes. Et alors, le don d'organes, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, on est accompagné par des médecins dont c'est le métier. Alors, ils ont un métier où je pense que exprès, ils ne rentrent pas du tout dans l'affect. Donc ça, c'est compliqué, parce qu'ils vous expliquent comment ils vont prélever les organes, mais par contre, ils prennent peu en compte, dans mon souvenir, tout ce qui se passe à ce moment-là. Et encore une fois, je pense que c'est bien calculé, parce que sinon, ça tomberait justement dans le pathos très, très vite. Et ensuite, le don d'organes, la grosse différence, j'imagine, avec d'autres morts où il y a pas de don d'organes, c'est qu'il y a un moment où on arrête les machines, on dit au revoir, et après, moi, j'ai le souvenir qu'en 3 secondes, il y avait 10 médecins dans la salle. Vous êtes expulsés de la salle parce que il faut aller très très vite une fois que c'était décidé, pour aller prélever tous les organes. Ce qu'il faut savoir, parce que ça c'était important pour moi, c'est qu'on vous rend le corps. En fait, ils recoussent tout partout nickel, donc il n'y a aucune trace physique visible du fait qu'ils ont prélevé les organes. On ne choisit pas les organes qu'ils prélèvent non plus. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes autour des yeux. Et en fait, c'est la cornée qui prélève et pas les yeux. Ça, c'était moi une de mes craintes, qu'on lui prenne ses yeux. Voilà. Et ensuite, vous ne savez pas où partent les organes. Par contre, vous savez quels sont les organes qui ont servi, qui ont été donnés à d'autres, qui ont été transplantés. Et ensuite, il y a pas de nouvelles, ou très peu de nouvelles, de ce qui se passe ensuite, puisqu'il y a forcément de l'anonymat autour des personnes qui reçoivent les organes. Et j'avoue que moi, quand j'ai un petit coup de blues, je pense très souvent au fait qu'il y a d'autres personnes qui vivent, j'espère, qui vivent grâce aux organes de mon mari. Je trouve que c'est un très joli dénouement, si je peux dire ça comme ça. Et oui, on croit ou pas à la vie après la mort, mais en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Sophie. Quel impact cet événement a eu sur la suite dans ta vie, sur toi, sur tes relations, etc. Alors, il y a un sujet sur lequel j'aimerais partager, c'est les personnes qui sont victimes d'accidents, comme
comme je l'étais. Alors moi, j'étais présente au moment de l'accident, donc j'ai vu les pompiers, enfin j'ai vu d'abord la scène, j'ai vu les pompiers, j'ai vu la police. Mon mari après, il a été élitroyé. Enfin, il y a eu toute une série comme dans un film. Et encore aujourd'hui, donc ça fait 8 ans, je me rends compte à quel point il y a des choses dans la vie de tous les jours qui m'activent, qui activent une certaine pression, une certaine tension. Et ça, je trouve que c'est important d'en prendre conscience d'abord pour soi-même, parce qu'on on est sur une sorte de vigilance. Enfin, moi, je suis sur une sorte de vigilance permanente pour moi, pour mes enfants. Très longtemps, je me suis dit, s'il m'arrivait quelque chose, mon fils n'avait plus de parents, donc c'était hors de question ni que je me casse une jambe ou que je traverse au petit bonhomme rouge. En gros, c'était vraiment ça. Et je sais que ça fait vraiment partie de ma vie. Voilà, que quand je vois un camion de pompiers, il se passe un petit truc dans mon corps. Et ça, c'est un phénomène qui est assez fatigant. Et de la même manière, tu vois, quand j'ai repris le travail, je me suis retrouvée de temps en temps dans des réunions, dans des formations où, de manière très spontanée, vous avez le formateur qui vous dit alors, on va faire un exercice. Imaginez, vous êtes à l'hôpital, il y a 3 personnes, il y en a une il lui est arrivé ci, il lui est arrivé ça. Et en fait, vous vous retrouvez dans des situations qui sont insupportables à vivre. Et moi, j'ai appris très, très vite à m'en extraire complètement. Donc, en fait, quelque part, à lever la main ou à me lever et à dire, je suis désolée, je quitte la salle parce que là, tout de suite, je vais me mettre, je me mets psychologiquement en danger. Je vais fondre en larmes devant tout le monde ou alors je vais être pas bien pendant tout l'exercice. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire parce que pour moi, c'était pas gérable, en fait. Et du point de vue de ton entourage, comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai le sentiment, oui, d'avoir été entourée longtemps. Euh, Par contre, je dirais qu'il y a un tri naturel dans mes relations qui s'est fait. Ne serait-ce que par manque de temps, parce qu'on n'a plus le temps de voir tout le monde, on a plus du tout la même vie et plus du tout la même envie non plus. Ce que j'ai trouvé compliqué, par contre, c'est une espèce d'injonction à aller mieux. En gros, on a le droit de pas aller bien pendant. Alors, ça va dépendre des gens, hein. Il y en a, ils disent qu'au bout de 3 mois, c'est fait, au bout de 6 mois, c'est fait. Et d'ailleurs, le terme c'est fait, ça ne marche pas. Et ça, c'est compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas le cycle du deuil, il y a vraiment le côté déni qui permet de supporter au début. Ensuite, il y a la colère. Et puis après, en fait, c'est un espèce de cycle qui revient de manière je pense, éternelle. Je pense qu'on ne fait pas son deuil. Je pense qu'on vit un deuil dans une vie. On vit plusieurs deuils dans une vie, mais en tout cas, il n'est jamais complètement fini. Il y a une espèce de tangente. Et l'injonction à aller mieux, elle est compliquée. Parce qu'en fait, on se retrouve face à des gens qui se disent non, mais c'est bon, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça devrait être fini. Et vous voyez, j'ai senti le soulagement. Alors là, c'est du côté de ma famille, quand je leur ai dit que j'avais rencontré quelqu'un et puis après qu'on allait s'installer ensemble et puis après que j'étais enceinte. C'est une sorte de soulagement de ah ça y est, on peut tourner une page. Elle l'a tournée elle-même, alors que la réalité c'est qu'elle n'est pas tournée, c'est que je continue d'écrire le livre et que le chapitre il est pas si loin et que ce chapitre il fait aussi partie de ma vie, de qui je suis, voilà, c'est le papa de mon fils et mon conjoint il vit aussi avec toute cette histoire. Et justement, sans indiscrétion, ton conjoint, tu l'as rencontré combien de temps après? Je l'ai rencontré, je dirais. Alors, j'hésite parce qu'en fait, on s'est vu pas mal avant que ça commence à fonctionner, parce que je pense qu'il y avait une vraie réticence de mon côté, et puis aussi quelque chose sur le qu'est-ce que vont penser les gens. Clairement, je pense que j'étais pas prête encore à m'engager de manière publique, si je peux dire ça comme ça, dans une forme. Et justement, tu t'autorisais pas? Comment tu expliques ça? Avant le regard des autres, il y a même mon regard à moi. Mais oui, moi, je l'ai rencontré à peu près 3 ans, je pense, après le décès de mon mari. Mais tu vois, le 3 ans, je pense, c'est parce que finalement, ça fait partie de ces histoires qui débutent, mais qui mettent, encore une fois, qui n'ont pas un vrai début, quoi. C'est parce que ça a mis
ça a mis un peu de temps. Et alors, j'ai entendu des témoignages de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui perdent leur conjoint, qui retrouvent quelqu'un très, très vite. Il y a le jugement, etc. Alors, moi, je trouve ça génial. Il n'y a pas du tout de jugement. Ensuite, moi, j'ai eu vraiment besoin d'apprivoiser une certaine solitude. Moi, je suis quelqu'un d'extraverti. Mon mari était extraverti aussi. Donc, j'ai vraiment apprivoisé une partie d'introversion, parce que je me suis beaucoup retrouvée toute seule avec mon petit bébé. Je me rappelle d'après-midi entière où il faisait la sieste, où j'étais toute seule à me tourner les pouces, à me dire mais c'est pas possible, qu'est-ce que je peux faire toute seule en fait. Et donc, j'ai eu besoin d'apprivoiser ça. Je pense que j'ai beaucoup exploré des facettes de ma personnalité que je n'avais pas du tout explorées jusque-là. Et ça, je pense que c'est très propre au deuil, au divorce, aux événements un peu trash de la vie. Donc, tout ça, ça a pris du temps. Donc, du temps pour rencontrer quelqu'un et pour recréer cette histoire-là. Qu'est-ce que tu en retiens de cette histoire avec le recul ? Alors, très clairement, ce que ça a changé dans ma vie, c'est que j'ai compris que la mort existait. Moi, j'avais été très préservée sur cette partie-là. Donc, je sais en fait que n'importe qui peut mourir de n'importe quelle manière, n'importe quand. Ce qui est aussi un stress dans le quotidien. On se dit qu'à chaque fois qu'on part, on ne sait pas trop si on va revoir les gens qu'on aime. Et vous voyez, moi, je laisse pas. Tu vois, excuse-moi, je bascule entre le tu et le vous, mais tu vois, moi, je laisse pas partir mon fils à l'école sans lui dire au revoir parce que je me dis qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis, ce que ça m'a fait, c'est que j'ai grandi très, très vite d'un coup d'un seul. Voilà, moi j'avais 30 ans, il y a plein de choses que je n'avais pas faites et il y a plein de choses que je me suis retrouvée à faire toute seule, alors aidée par plein de gens, mais tu vois, j'ai fait des travaux dans mon appart, jamais j'aurais pensé être capable de le faire. J'ai vendu le scooter de mon mari, jamais j'aurais pensé un jour vendre un scooter. J'ai élevé un enfant toute seule, honnêtement j'avais une image des mamans solo en mode méga galère et impossible, et je l'ai fait. Moi je me suis beaucoup retournée aussi sur mon travail parce que c'est l'endroit, c'était un endroit très neutre en fait, où mon mari n'existait pas et où j'ai pu m'épanouir, grandir, apprendre et quelque part avoir un rôle, j'ai trouvé en tout cas beaucoup de choses dans mon travail et je pense que je n'aurais pas eu cette carrière et cette ambition si mon mari avait été là. En fait, je pense qu'on aurait eu d'autres enfants, on se serait installé en province, on aurait eu un chien, tout le cliché, quoi. Et en fait, je me rends compte que comme je me suis plongée à corps perdu dans mon boulot, j'ai eu accès à des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Ce que j'ai appris, compris aussi, c'est qu'il faut se faire confiance et que même si, que la vie, elle est faite de tous ces petits rebondissements, qu'on meurt pas à chaque fois et qu'il faut se faire confiance. Voilà. J'ai aussi fait pas mal d'exercices de méditation. Alors MBSR, c'est tout un cycle de formation pour réduire le stress. Au final, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est rentré dans la méditation parce que je suis quelqu'un de plutôt actif. Donc, moi, me poser pour faire ça, ça me correspond pas trop. Par contre, je pense que ça m'a vraiment aussi structurée pour, à un moment, faire 3 pas de recul et me dire tout va, en fait, ça va, respire et ça va bien se passer. Et qu'est-ce que tu imagines pour la suite de ton parcours aujourd'hui ? Alors, la suite de mon parcours, très souvent, je me dis que j'ai eu mon épisode dramatique et que c'est impossible que j'en ai un autre. Donc, finalement, je suis très confiante sur l'avenir. La suite, c'est que j'ai envie d'être hyper heureuse avec ma famille et d'y trouver un vrai accomplissement personnel. Sur la partie professionnelle, alors tu vois, je t'ai dit à plusieurs reprises que j'adore mon travail et j'adore mon travail parce que j'apporte quelque chose aux gens, il y a quelque chose de très social dans mon boulot. Après, je me pose des questions sur quel sens donner à tout ça. Tu sais, il y a très souvent, on entend sur le deuil ou sur des décès soudains comme ça qu'on doit y trouver du sens. Qu'il y a un sens à chercher et qu'une fois qu'on a trouvé ce sens, c'est ce qui va permettre de faire le deuil. Ça, on me l'a dit 1000 fois. Moi, je pense que je n'ai pas encore trouvé le sens. Je n'ai pas trouvé
j'ai pas encore compris quelles sont les raisons de pourquoi c'est arrivé. J'ai pas forcément envie de comprendre aussi. Tu vois, je suis pas arrivée à ce stade-là. Par contre, j'ai vraiment l'envie, l'ambition de trouver ce que ça va m'apporter pour la suite. Et je pense qu'il faut que je travaille, que je cherche encore sur le sens à donner à tout ça. Et tu vois, le fait de t'avoir contacté comme ça spontanément, et ben, peut-être que c'est une partie de la réponse ou une partie du début de la réponse. Et il y a autre chose qui m'a vachement touchée alors c'est en écoutant le podcast de Maya Mazorette que je recommande beaucoup. En plus, elle est journaliste, donc elle a vraiment un phrasé, un français qui est superbe. Mais Maya, elle commence son podcast en disant que les cellules du corps se régénèrent tous les 7 ans et que finalement, elle a perdu son conjoint il y a 7 ans et qu'elle n'a plus de cellules dans son corps qui ont connu son mari. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant parce que moi, ça fait 8 ans, donc quelque part, je suis dans le même cycle. Et voilà, c'est le genre, tu vois, de notions qui me font réfléchir et me dire, je dois, je peux et j'ai envie de passer à autre chose. Et la naissance de mon second fils aussi m'apporte beaucoup d'apaisement par rapport à la suite des événements. Merci Sophie. Dernière question à votre conclure. Par rapport à ton fils, par rapport à tes enfants, comment tu leur parles? Est-ce que tu leur parles de la mort déjà et comment? Alors, merci pour ta question parce qu'en plus, c'est un sujet que je voulais aborder. Alors, je vais parler de mon fils de 8 ans, hein, forcément. Donc, mon fils, il avait 7 mois quand son papa est décédé. Donc, en gros, 7 mois, il ne se passe pas grand-chose chez un enfant parce que les émotions et le corps ne sont pas encore bien reliés. En fait, il y a un vrai changement dans le comportement d'un enfant à 8 mois. Et c'est à 8 mois où il prend conscience d'une perte comme ça. Donc lui, visiblement, d'après ce que j'ai compris, tout ce qu'il a ressenti, c'est purement physique. Donc il a ressenti certainement de la tristesse autour de lui, il a ressenti peut-être de la peur, mais en tout cas, il ne peut pas avoir à l'époque compris et ressenti un manque énorme comme ça du jour au lendemain. Donc mon fils, alors déjà il va très bien et il a toujours été en pleine forme. Enfin, c'est un enfant plein de vie. Je me suis d'ailleurs souvent dit qu'il y avait une sorte de pied de nez à la vie d'avoir un enfant si souriant, si énergique. Enfin, j'ai un fils qui est top. Moi, je lui ai parlé de la mort très tôt parce qu'en fait, très vite, un enfant qui n'est pas dans un schéma classique, qui a plus sa maman ou plus son papa, il a des questions tout le temps et partout. Donc, par exemple, vous allez à la boulangerie, il y a la boulangère hyper sympa qui tend 3 chouquettes au petit garçon qui marche tout juste, donc il y a 1 an et demi, et qui dit tiens, t'en donneras une à ton papa et une à ta maman. Et là, mon fils, il dit moi, j'ai pas de papa. Il dit tu donneras à quelqu'un d'autre. Il dit non, mais moi, mon papa, il est mort. Et là, en fait, vous voyez la boulangère qui se décompose parce que c'est pas dans le conscient des gens. Et donc, tout ça pour dire qu'un enfant très petit, il intègre vite cette notion et que c'est plutôt et ce d'autant plus que les autres vont lui renvoyer tout le temps le fait qu'il n'a pas de parents. À l'école, c'est non-stop. Donc, c'est vous ferez les devoirs avec papa ou maman. Est-ce que papa ou maman sont disponibles pour la sortie? Donc, vous voyez le mot écrit dans le cahier. Et ça, je pense que c'est des petits coups, des petits rappels pour les enfants qui sont dans ce cas-là. Donc, moi, je vais parler de la mort très vite. Il en parle avec une spontanéité qui est désarmante. Je me suis beaucoup servi de livres pour enfants qui sont extrêmement bien faits. Je pourrais lister ce que j'ai à la maison pour partager. Mais il y a plein de bouquins sur le sujet qui fonctionnent très bien. Après, j'ai montré... c'est mes beaux-parents qui ont montré beaucoup de photos. Moi, j'avoue que pendant plusieurs années, j'étais incapable de regarder une photo de ma vie d'avant. Donc c'est pas moi qui ai apporté ça à mon fils. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et puis après, moi, j'ai été attentive à faire en sorte que mon fils, il ait des figures masculines autour de lui. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de copines, mais j'ai fait attention à ce qu'il puisse passer du temps avec d'autres hommes pour pas être tout le temps avec sa maman en duo.
Je l'ai aussi, un exemple tout bête, il a quasiment toujours été avec des baby-sitters garçons, parce que les garçons et les filles, ça ne joue pas de la même manière. Donc ça, c'est un truc que je lui ai apporté par ce biais-là, d'aller plutôt chercher des garçons pour l'entourer sur d'autres moments de vie. Merci Sophie. Je te laisse le mot de la fin. Voilà, qu'est-ce que tu aimerais dire justement pour conclure? Alors, c'est pas une question facile, et tu vois, je me dis mince, j'aurais dû la préparer. Non, je pense que le mot de la fin, ce serait d'encourager à parler de la mort autour de soi. Et donc, je reviens à mon fameux don d'organes, qui est un peu qui a été ce qui a donné du sens, en fait, pour moi, après le décès de mon mari. Donc, il y a ça, et puis de profiter de la vie. En fait, moi, c'est vraiment ce que j'en ressors, c'est qu'il ne faut jamais rien lâcher. Quelles que soient les expériences qu'on a, je trouve que ça ancre une résilience aussi, et un enthousiasme dont on doit profiter. Et voilà ce que j'aurais envie de dire sur la fin. Merci beaucoup Sophie pour ton témoignage. J'espère qu'il saura toucher nos auditeurs et sans doute peut-être faire écho auprès de certains d'entre eux. Donc merci pour ça. Merci Teddy, puis merci pour tout ce que tu fais, parce que je trouve ça vraiment, vraiment génial. De rien. Voilà, donc merci. Merci beaucoup Sophie, très belle journée et prends soin de toi. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Je vous rappelle que Vivant lance une grande campagne de financement participatif le 1er mars pour le financement de la saison 3. Donc je vous invite à vous inscrire dès à présent sur les liens présents sur les réseaux sociaux afin d'être informé du pré-lancement de la campagne et de pouvoir bénéficier d'avantages et de bonus exclusifs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode de Vivant. Mon invité sera Aliette Frangy, fondatrice d'Elici. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.